Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est un exercice vraiment particulier pour moi de prendre le micro toute seule. J'ai l'impression que je m'apprête à laisser une note vocale de l'espace à une amie, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager ce voyage avec vous, et pas vraiment dans une optique de j'ai juste envie de prendre le micro, de parler de moi, mais vraiment de partager les observations culturelles que j'ai pu faire, des différences, toute cette interculturalité, et ça m'a bluffé sur tellement de points que j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Et même si Good Visa, c'est à la fois cette partie bien-être et voyage dans chaque épisode, là ça va être un petit peu comme un hors-série puisque je vais vraiment me focaliser sur le Japon et vous verrez que le bien-être s'est retrouvé tout au long de mon voyage. J'espère que ça va vous plaire. Donc si on resitue un petit peu le contexte, une de mes meilleures amies vit au Japon avec son mari japonais, ils ont 2 enfants et j'avais pour projet d'aller la voir depuis un moment. Elle a vécu une épreuve difficile il y a quelques mois et je sentais de plus en plus l'urgence pour ma part en tout cas d'aller la voir, de passer du temps avec elle, avec sa famille et bien évidemment aussi découvrir le Japon. Après, si je suis complètement franche avec vous, j'ai toujours été fascinée par l'Asie. J'ai fait des études de chinois, j'ai déjà vécu en Chine et au Cambodge, mais je sais pas pourquoi j'avais jamais ressenti non plus cet appel très franc du Japon. Et je m'étais dit, quand je vais y aller, je vais faire un maximum de choses pendant ce voyage parce que je pense pas vraiment revenir au Japon. J'étais très loin d'imaginer le coup de cœur que j'allais avoir pour ce pays. Aussi, j'avais quand même envie de vous partager quand même quelques tips pour tout ce qui est préparation au voyage. Donc c'est vrai qu'en général, j'aime bien partir préparer quand je pars à l'étranger. C'est un peu mon côté contrôle fric, à vouloir que tout soit organisé. Et là, j'avoue que je n'ai jamais autant préparé un voyage et j'ai vu la différence. Je pense que ça a vraiment aidé. J'ai mis pas mal de temps à fixer mon itinéraire, à trancher combien de temps j'allais rester à tel ou tel endroit. J'ai beaucoup étudié un guide et fait des recherches plus poussées sur les lieux qui m'attiraient vraiment, à regarder des blogs de voyage. Et donc le guide que j'ai pris, c'était le Lonely Planet, les meilleures expériences au Japon pour vivre la destination au plus près. C'est vraiment une édition qui est super et je vous recommande de vraiment prendre le temps pour trouver un guide qui vous convient lorsque vous partez à l'étranger. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout noté sur Google Maps, c'est-à-dire que je mettais en favori tous les lieux où je voulais aller. Et ça m'a vraiment permis d'un peu mieux situer dans quel quartier je voulais passer le plus de temps, où est-ce que j'allais réserver mon hôtel, et ainsi de suite. Bien évidemment, j'ai demandé aussi conseil à mon ami sur place et à des amis qui étaient déjà allés au Japon. Et voilà, j'ai fini par trancher en faisant un peu confiance à mon intuition. Et donc mon programme, c'était de passer quelques jours chez mon ami avec sa famille, partir une petite semaine à Kyoto, repasser un week-end avec eux, partir à Tokyo pour quelques jours, retourner chez eux, leur dire au revoir et l'heure du retour serait déjà arrivée. Donc une fois que mes dates étaient arrêtées, j'ai réservé mes hôtels. Là aussi, j'ai passé beaucoup de temps sur Booking, Expedia, à comparer. Et d'ailleurs, j'en profite pour le préciser, des fois il vaut mieux booker directement sur le site de l'hôtel et j'ai trouvé au final les prix plus bas comme ça. Et là aussi, si jamais un jour vous partez au Japon et que vous voulez quelques conseils sur des bonnes adresses ou des hôtels, je dis pas que je suis devenue une référence pour le Japon, loin de là, mais en tout cas, ça me fera plaisir de partager ces adresses avec vous. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi pour ce voyage, c'est que j'ai pris pour la première fois une eSIM, une carte SIM dématérialisée qui s'installe dans les paramètres de votre téléphone. Et là, pour un peu moins de 30 €, j'ai eu de la data sur mon téléphone pour plus de 3 semaines. Pas de façon illimitée, mais c'était tout comme. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Et si je peux me permettre 2-3 petits conseils aussi pour ce qui est préparation du sac, valise.
J'ai acheté il y a quelques années un petit gadget, ça ressemble à une sorte de poignée qu'on utilise pour soulever la valise et les peser. Et ça, vraiment, je le conseille à tout le monde pour partir en voyage et s'assurer qu'on dépasse pas les kilos autorisés. Ça m'a beaucoup aidé, que ça soit à l'aller ou au retour. Ça évite de trop se prendre la tête. Et dans mon sac, je dirais que les must-have, les indispensables pour ce voyage, ça a été des chaussettes de contention. Alors oui, ça fait un petit peu grand-mère dit comme ça, mais c'est quelque chose que je recommande fortement. Vous pouvez, je pense, vous le faire prescrire par votre médecin traitant ou tout simplement aller acheter ça en pharmacie. Quand on part sur un très long vol, ça évite de ressortir avec les jambes hyper gonflées, d'avoir une meilleure circulation sanguine. Donc voilà, c'était les my two cents comme on dit. Et j'ai pris aussi de la mélatonine. Je le fais pas souvent, mais quand je pars vraiment très loin, j'aime bien le faire. Là en plus, j'ai trouvé en pharmacie quelque chose d'assez naturel et ça m'a beaucoup aidé de le prendre la veille du voyage. Et pendant à peu près la première semaine au Japon, et là pendant la première semaine de retour en France, ça m'a aidé à mieux me caler et de résister aussi à la première sieste dès qu'on arrive dans le pays et d'essayer de se caler tout de suite sur le rythme. Il n'y a pas photo, c'est ce qui aide beaucoup, je trouve. Et aussi, petite parenthèse, c'était le premier long vol où j'écoutais autant de podcasts plutôt que de regarder juste des films non-stop pendant plus de 10 heures de vol. J'ai écouté pas mal de podcasts et j'avoue que mon coup de cœur du moment, c'est le podcast Legend, où il y a vraiment de tout, vraiment tout type de métier, tout type de personnalité, donc je recommande vraiment. Un aspect que j'avais envie d'aborder, c'est la langue au Japon. Donc, on l'a déjà mentionné dans un épisode précédent, on peut très bien se débrouiller sans parler japonais au Japon. Il y a énormément de choses qui sont traduites et surtout ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est l'application Google Traduction où en fait vous pouvez prendre en photo que ce soit un menu, une étiquette, un panneau et ça vous le traduit instantanément et les 3/4 du temps c'est quand même vraiment juste, j'ai envie de dire, ça m'a vraiment beaucoup servi. Mais après, je dois vous avouer quand même que j'étais assez surprise de voir que dans certains sites touristiques, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas traduites en japonais. Et après, je me dis, ça fait partie aussi du voyage. On se retrouve en pleine immersion, ça reste chez eux. Et voilà, si on va dans plein d'endroits en France, il y a plein de choses qui ne sont pas traduites. Donc j'ai bien aimé ce sentiment de je comprends rien de tout ce qu'il y a écrit autour de moi. C'était vraiment l'immersion totale. Et ce qui était assez drôle aussi, j'en ai parlé avec mon amie Daphné, qui elle parle un japonais irréprochable, elle est totalement bilingue, elle me bluffe. Et en fait, il y a cette peur presque chez les Japonais quand ils voient des étrangers arriver à se dire « Oh là là, mais je vais pas comprendre, je vais pas y arriver ». Donc des fois, quand on s'apprête à leur adresser la parole, on arrive à déceler un peu de panique dans leur regard. Et même Daphné m'expliquait que, par exemple, le mois dernier, elle a été dans une pharmacie, elle demande des médicaments en japonais donc, et la personne en face d'elle lui a répondu en anglais, était un peu paniquée, lui a fait confirmer plusieurs fois, et il a fallu qu'elle explique que si, elle parlait très bien japonais, donc il n'y avait pas de souci pour dialoguer dans cette langue. Donc voilà, ça m'a un peu surpris, et justement, des fois, quand j'étais avec elle, vu qu'elle parlait très bien japonais, les gens me regardaient et assumaient que je parlais tout autant japonais, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça a donné lieu à des scènes assez marrantes et même à la fin du voyage, j'utilisais quelques expressions en japonais de politesse ou de remerciement et parfois il supposait que je parlais japonais mais pas du tout, donc c'était très très drôle. Et je dois avouer aussi que le fait de parler chinois m'a pas mal aidée. Donc on ne sait jamais si vous êtes dans cette situation aussi, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de caractères chinois qu'on retrouve en japonais, qu'on appelle les kanji en japonais, et des fois ça me permettait de situer un petit peu plus, ou quand je cherchais une direction, de reconnaître certains caractères. Donc moi qui n'utilise plus du tout au quotidien le chinois, je me suis dit bon, au moins ça me sert un petit peu ici. Et c'était intéressant aussi d'observer qu'il y avait beaucoup de choses traduites en coréen, surtout dans les transports. Donc bien évidemment, on pense à la proximité géographique de ce pays, mais voilà, c'était quand même assez surprenant de voir autant de Coréens dans plein d'endroits.
S'il y a bien quelque chose qui m'a fascinée pendant ce voyage, ce sont les transports. Donc déjà les voitures, je ne sais pas si vous voyez ces petites voitures japonaises qui font un peu voiture Playmobil, je crois qu'on peut dire ça, et qu'on appelle les key cars là-bas. Littéralement, ça veut dire véhicules légers. Elles sont assez hautes. En revanche, elles sont extrêmement étroites, c'est-à-dire que la largeur ne doit pas dépasser 1,50 m. Et c'est impressionnant, et j'en parlais avec mon amie Daphné qui m'expliquait que, mais oui, au Japon, il y a beaucoup de monde, c'est grand, mais ça reste une île, c'est pas si grand que ça. Et du coup, il y a énormément de rues qui sont très étroites, et les places de parking sont limitées, sont très petites, et donc c'est pour ça qu'on retrouve énormément de voitures de ce type-là. Et moi, à chaque fois que j'en voyais une, ça me faisait marrer. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais au Japon, on conduit à gauche. Ça m'a beaucoup surpris au début, et en faisant quelques recherches, il semblerait que ça soit dû à l'influence de l'Angleterre au début de l'ère industrielle, mais il y a aussi une plus ancienne explication, c'est-à-dire qu'apparemment, à l'époque des samouraïs, le sabre était porté à gauche, et donc pour que les sabres ne se croisent pas, c'est pour cela que ce sens de conduite à gauche, en tout cas de marche à gauche, a été instauré, et ça a été gardé aussi pour, par exemple, dans les escalators, les gens se placent sur la gauche pour attendre. Quand on monte ou on descend les escaliers, c'est pareil. Sur les pistes cyclables, vous avez aussi bien évidemment la lecture qui se fait de droite à gauche dans les mangas, ou bien lorsque c'est écrit en colonne dans certains journaux. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec ça au début, mais on finit par s'habituer. Si jamais vous êtes amené à prendre le métro ou le train, je vous conseille vraiment de prendre une sorte de carte sur laquelle on met de l'argent et ça déduit à chaque trajet plutôt que de prendre des tickets à chaque fois. Et en fait, on n'aperçoit pas de barrière sur les stations de métro ou de train, et c'est juste que ça se ferme si jamais on ne bip pas. Mais c'était assez impressionnant de voir qu'il n'y avait absolument pas de fraude, personne ne sautait par-dessus les barrières ou quoi que ce soit. Ils ont l'air d'être très très réglo là-dessus. Et après, j'avoue que c'était quand même assez challenging de prendre le bus, les métros et les trains. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps d'observer, de comprendre comment ça fonctionne. Il y a une certaine logique qui revient pour ce qui est des sorties et ce genre de choses. Et j'étais assez bluffée aussi d'observer qu'il y avait énormément d'escalators et d'ascenseurs à toutes les stations, même dans des endroits beaucoup moins touristique, et c'est vrai que ça change quand même du métro parisien, il faut dire ce qui est. Et en fait, à chaque station aussi, vous avez quasiment chaque, je crois, des toilettes et qui sont super propres, et ça m'a vraiment étonnée. Et vous avez aussi des petites mélodies en fait dès qu'un train arrive, et les mélodies, ces notes de musique changent en fonction de la station. Donc j'ai trouvé ça très très chou. Et j'ai été bluffée aussi par la politesse et l'attention qu'avaient les conducteurs de bus et de train. Par exemple, quand vous prenez le bus, déjà, s'il y a un changement de conducteur, le conducteur va regarder tout le monde dans le bus, va s'incliner, saluer tout le monde en signe de politesse. Et dès qu'un passager rentre dans le bus, il salue les passagers. Et je me disais, mais les pauvres, ils doivent en avoir marre toute la journée de dire bonjour et de remercier chaque passager dès qu'il descend du bus, tout ça avec un petit micro. Donc c'était assez bluffant. Et sur les rames de métro, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai vu en fait le personnel du train qui traversait toutes les rames, et en fait, avant de rentrer sur chaque rame de métro, il salue toutes les personnes dans le métro, assis dans cette rame. Et juste avant de sortir, il se retourne et s'incline à nouveau pour saluer tout le monde. Et des fois, ça me gênait presque qu'il soit aussi poli, parce qu'on n'a pas l'habitude, j'ai envie de dire. Mais j'ai trouvé ça très touchant. Et aussi, je pense que vous l'avez déjà peut-être vu ou entendu, mais c'est vrai que les Japonais font la queue d'une façon très hyper organisée, hyper respectueuse, c'est-à-dire que tout le monde s'aligne les uns derrière les autres, il n'y a personne qui double, personne qui coupe, et ça fait presque bizarre de voir que c'est le cas partout. Et j'ai jamais pris les transports bondés à outrance, je pense par rapport aux horaires que je choisissais, mais ça existe vraiment, vous savez, les personnes qui poussent pour que les trains soient remplis au maximum. Et aussi peut-être une différence que j'ai observée, c'est pour ce qui est des bus.
Alors ça dépend un petit peu les villes qu'on visite, mais en fait vous allez souvent rentrer par l'arrière du bus ou le milieu du bus et en fait vous payez à la sortie du bus qui se trouve à l'entrée, enfin devant le conducteur. Donc là aussi j'ai jamais vu personne frauder, tout le monde paye comme il faut, enfin c'est vraiment très très carré. Et j'ai aussi pris le fameux Shinkansen, le train rapide japonais pour aller à Kyoto. Et si je peux me permettre, je vous dirais attention si vous voyagez au Japon, on parle beaucoup du JR Pass, ce sorte de multipass pour prendre plusieurs trains japonais. Ça vaut pas nécessairement le coup suivant les destinations que vous avez prévues parce qu'en plus les tarifs ont récemment augmenté et voilà. Encore une fois, ça reste quelque chose à calculer en avance, mais encore une fois, le train était nickel, aucun déchet, les sièges sont tous dans le bon sens. Ah oui, peut-être préciser que ce qui m'a beaucoup fait sourire, ce sont tous les Japonais qui s'endorment dans les transports en commun. Et j'avoue qu'au bout de quelques jours, je me suis laissée porter par cette tendance à faire de même. Mais des fois, en fait, vous savez, il y a ces espèces de rambardes qu'on attrape pour s'accrocher dans le métro. Et souvent, il y a même des gens qui s'endormaient debout comme ça. Donc, c'était assez comique à observer. Et dernière petite remarque sur le métro. Justement, ce que je disais par rapport aux heures de pointe où ça peut être bondé et les gens se retrouvent les uns sur les autres, il y a certaines rames qui sont uniquement pour les femmes à ces heures de pointe pour justement ne pas se retrouver collées, serrées avec parfois... voilà, c'est jamais hyper agréable d'être les uns sur les autres. Donc, je trouve ça assez ingénieux d'avoir pensé à mettre en place ce type de rame. Donc, comme je le disais, les transports sont super propres. C'est vraiment la propreté partout au Japon, ou presque. C'était assez bluffant. Tout est nickel partout, il n'y a rien qui traîne, pas de déchets. Même dans les beaux jardins, tout juste s'il y a une feuille qui traîne. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, j'en parlais avec mon amie Daphné, qui m'expliquait que chacun se responsabilise avec les déchets, vu qu'il y a très peu de poubelles dans les lieux publics. Et au début, c'est un petit peu surprenant de se dire qu'est-ce que je vais faire de mon mouchoir, qu'est-ce que je vais faire de mon paquet de chewing-gum, de mon emballage de gâteau, ainsi de suite. Et en fait, à la fin du voyage, j'ai remarqué que ça permet de se responsabiliser vraiment avec ses déchets. Et en fait, Daphné m'expliquait que tout le monde rentre avec sa poubelle le soir, entre guillemets, et jette ses affaires chez soi. Après, vous avez des petits magasins ou sur certains lieux publics où il y aura des poubelles, mais il y en a vraiment très peu. Et c'est très surprenant quand on voit à quel point c'est propre. Parce que, comme je le mentionnais aussi, même les toilettes publiques sont nickel. À part, allez, sur 3 semaines, je suis peut-être tombée sur une fois des toilettes qui n'étaient pas nickel, mais c'est impressionnant. Et beaucoup de Japonais utilisent une sorte de, après s'être lavé les mains, une sorte de petite serviette qu'ils vont garder sur eux toute la journée pour se sécher les mains. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de sopalin, enfin vous savez, ou de sèche-mains automatique. Et donc voilà, ils utilisent ces petites serviettes qu'ils gardent sur eux toute la journée. Et après, bien évidemment, les toilettes japonaises. Ma nouvelle passion. Parce que ça, j'en avais déjà entendu parler, je savais que voilà, c'est tout un phénomène, ces toilettes japonaises, et vraiment, c'est bluffant. C'est-à-dire que même dans les toilettes publiques, vous avez je ne sais pas combien de boutons, par exemple, soit pour avoir de la musique ou le bruit d'une fontaine pour masquer votre business, on va dire. Et j'ai pas testé dans les toilettes publiques, mais chez mon ami et lorsque j'étais dans les hôtels, les jets d'eau pour se rincer aux toilettes en fait. Et c'est impressionnant parce que suivant les modèles, va y avoir pour contrôler la température de l'eau, pour contrôler la vitesse de l'eau, si on veut que ça nous rince qu'une partie de notre zone intime ou une autre partie. Et pour la petite anecdote, quand je suis rentrée en France, je me suis dit bon, voyons voir combien ça coûte des toilettes japonaises en France. Et effectivement, ça coûte très très cher. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai la référence. J'ai trouvé en fait des sortes de supports qu'on rajoute à des toilettes
basiques françaises, entre guillemets, pour installer des mini jets d'eau sur nos toilettes. Donc voilà, 3615 My Life Over, mais c'est vraiment une expérience en soi à vivre au Japon, je trouve, de tester ces toilettes-là. Et ce qui était très surprenant aussi dans les toilettes publiques d'ailleurs, c'était de remarquer à quel point c'était kids-friendly. C'est-à-dire que dans les toilettes pour femmes, vous avez dans chaque cabine individuelle de toilette des sortes de supports en fait pour poser votre enfant, votre bébé lorsque vous faites vos affaires, votre business. Et il y a aussi parfois dans certaines toilettes aussi, dans les toilettes femmes, des urinoirs pour les petits garçons pour que vous n'ayez pas à l'envoyer tout seul dans les toilettes des hommes. Donc vraiment, c'est hyper adapté pour les enfants. Au Japon, je me permets cette parenthèse, parce que même dans les centres commerciaux, il y a énormément de poussettes adaptées. Enfin, vous savez, des petits chariots pour soit mettre un bébé, d'autres types de chariots pour mettre des enfants un peu plus grands. Vous avez même des poussettes à la location. Et même dans les restaurants, il y a quasiment partout, il y a des menus enfants, il y a des jouets pour les enfants. Enfin, c'est vraiment très adapté aux enfants au Japon. Même si malheureusement, le Japon voit son taux national de fécondité chuter. Les Japonais ont de moins en moins d'enfants. Ça coûte très cher d'avoir des enfants au Japon. Et malgré tout ce que le gouvernement met en place, ça n'arrive pas à inverser la tendance. Et d'ailleurs aussi, je pense, quelque chose qui m'a un peu choquée, c'est de voir que dans les centres commerciaux, il y avait ce qu'on appelle des cabines d'allaitement, mais complètement fermées, comme des petites boîtes où les femmes vont pour allaiter leur enfant. Et d'un côté, on se dit « Ah, c'est super, ils ont pensé aux femmes qui allaitaient », mais d'un autre côté, il y avait cet aspect surtout cachez-vous, on ne veut pas vous voir. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. Mais voilà, en tout cas, si vous voyagez avec des enfants au Japon, je pense que c'est vraiment un pays qui est adapté pour ça. Et en parlant d'enfants, donc ma copine a un petit garçon de 4 ans et c'était juste trop mignon de voir les petits écoliers qui ont les petits uniformes, certains ont des petits chapeaux de couleurs différentes pour identifier les différentes classes. Et j'ai trouvé que les enfants étaient très débrouillards au Japon. Parce que par exemple, il y a beaucoup d'enfants assez jeunes qui rentrent eux-mêmes à l'école, mais vraiment parfois des tout petits. Et en fait, dans tous les quartiers, vous avez à 5 heures une sonnerie qui retentit dans les rues pour que les enfants rentrent chez eux. Et certains jours d'école, ils amènent leur petit bento avec leur petit couvert, la mini brosse à dents et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment trop chou. Et le fils de mon ami nous a aussi montré à quel point il était entraîné à l'école pour tout ce qui est tremblement de terre au Japon, où il sait très bien que dès que le message retentit, il faut qu'il aille se cacher sous une table, il se met dans la position spéciale et il a même pas 4 ans. C'est vrai que c'est assez bluffant. Et en parlant justement des tremblements de terre, il y en a eu un tout petit pendant que j'étais là-bas. Donc ma copine m'a dit c'est vraiment 3 fois rien ce qu'on a eu. En revanche, il y a un jour où tous les téléphones se sont mis à crier earthquake, earthquake, earthquake. Et c'était assez impressionnant. En revanche, c'était un peu une fausse alerte puisque le séisme a eu lieu en fait au nord-ouest du Japon, de puissance 5. Mais Daphné m'expliquait que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois où c'était des gros tremblements de terre, où ça bougeait tellement que c'est comme si elle était balancée d'un côté à l'autre du mur, lorsqu'elle a essayé d'aller chercher son enfant dans la pièce d'à côté qui était en train de dormir. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est pour ça aussi que les câbles électriques ne sont pas enterrés. Donc quand on se balade en ville, on voit que les poteaux, il y a tellement de fils entre les poteaux et c'est parce que voilà, ils peuvent pas les mettre sous terre à cause des tremblements. Donc on voit qu'ils sont quand même super bien préparés. Il y a beaucoup de panneaux de zones d'évacuation, de points de rassemblement. On voit qu'ils sont hyper bien préparés. Et pour finir sur la météo, j'ai trouvé que la météo était assez capricieuse au Japon et mes amis m'ont confirmé ça, qu'en fait, on ne peut jamais prévoir le temps qu'il va faire. C'est-à-dire que moi, je me suis fait avoir puisqu'il y a des journées où ils indiquaient 0% de chance de pluie et en fait, on se retrouvait avec une averse incroyable dans la journée. Bon, aussi, c'était la période des saisons des pluies quand j'y étais. Mais et les jours où ils vous annoncent qu'il va pleuvoir toute la journée, vous vous retrouvez avec un soleil éblouissant. Donc ça, c'était assez
assez curieux. Après, c'est comme tout, on s'adapte. Et une humidité extrême au Japon. C'est pour vous donner un ordre d'idée, chez ma copine, dans des journées classiques, on va dire, il y avait jusqu'à 60% d'humidité dans la maison. C'est incroyable et c'est pour ça qu'ils sont super bien équipés pour tout ce qui est climatisation, humidificateur. Et je pense qu'au quotidien, quand on vit là-bas, ça doit être assez challenging à vivre. Daphné m'expliquait pour faire sécher le linge, c'est toute une histoire. Enfin, voilà, je pense que ça doit être assez lourd au quotidien, mais voilà, c'est comme ça. Bon, je ne pouvais pas parler du Japon sans vous raconter un petit peu ce que j'ai mangé là-bas parce que c'était tout simplement incroyable. En fait, j'ai l'impression d'avoir découvert les vraies saveurs du Japon. Plein de choses que j'avais déjà goûtées en France ou à l'étranger, mais de les goûter au Japon, ça n'avait rien à voir tout simplement. Par exemple, le matcha, vous savez, cette poudre verte, je n'aimais pas du tout ça. Et je l'ai goûté là-bas et j'ai trouvé ça tout simplement incroyable. Je suis devenue une passionnée du matcha maintenant, tout comme la pâte de haricots, même si j'avais déjà goûté ça en Chine et en Corée. Là, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'étais d'un coup passionnée du Japon que j'ai trouvé ça super bon là-bas. Donc pour vous dire un petit peu certaines spécialités que j'ai goûtées, il y a bien évidemment les mochi, ou les mochi, je sais jamais comment le prononcer, où j'ai vraiment senti la différence avec ceux qu'on a en Europe, qui sont, je trouve, très parfumés, voire trop, parce que là, au Japon, j'ai trouvé que les saveurs étaient beaucoup plus subtiles, beaucoup plus douces. J'en ai même goûté certains où il y avait des fraises entières à l'intérieur. C'était fantastique. Puis vous en avez à tous les parfums, bien évidemment. J'ai aussi goûté quelque chose, alors, c'est d'origine chinoise, mais ça devient de plus en plus populaire au Japon et en Corée. Ça s'appelle les tang hulu. Ce sont des brochettes de fruits caramélisés où en fait vous avez sur une brochette 4 ou 5 fraises. Vous avez même parfois le raisin vert japonais qui s'appelle le Shine Muscat, qui n'a pas du tout le même goût que le raisin auquel on est habitué. Et en fait, voilà, c'est recouvert de sucre caramélisé. Ça donne un aspect brillant et croquant et ça se mange en général frais. Et ça, c'était juste mon petit coup de cœur du voyage. C'était vraiment super bon. Après, sur certains marchés, j'ai pu manger aussi, et là, désolée pour les végétariens, mais les brochettes de bœuf Kobe ou le bœuf Wagyu. Bref, vous voyez ce que je veux dire, qui est juste incroyable. Je suis pas une grande amatrice de viande, mais là, ça avait vraiment un goût assez fantastique. J'ai mangé aussi des crevettes XXL et des gyoza, des biscuits de riz soufflé, les tranches de poisson frais, bien évidemment, qui étaient incroyables avec ce shiso, ce persil japonais. Je sais pas si vous connaissez, ça a vraiment un goût assez particulier, c'est très très bon. Et j'en ai pas goûté, mais j'ai aperçu des huîtres géantes et des gros coquillages et des oursins qui mettaient à griller ou qui mangeaient tout simplement cru. Et des mini poulpes sur stick, beaucoup de sticks de crabe aussi. Et j'ai aperçu, et j'aimerais bien goûter une prochaine fois, de la bière au matcha, de la bière aux fleurs de sakura et de la bière à la tomate. Alors ça, je ne sais pas quelle est cette invention, mais ça avait l'air assez surprenant. Et avec mes amis, j'ai pu faire un super restaurant de sushi. Vous savez, vous avez les plats qui tournent autour d'un îlot. Mais là, il y avait aussi un rack supplémentaire juste au-dessus, où en fait, si on commandait sur une tablette, les assiettes arrivaient à toute vitesse sur ce rack et s'arrêtaient pile devant votre table. Ça, moi, j'étais comme une gamine, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et dans ce type de restaurant, vous pouvez avoir le thé matcha, vous avez la sauce, toutes les sauces, vous avez aussi le wasabi, qui je trouve a une saveur complètement différente là-bas, c'est-à-dire que je le trouve plus puissant, assez riche et intense en saveur, et aussi beaucoup de radis marinés. Il y en a tout un tas, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je crois que ça s'appelle les tsukemono, et vraiment on en retrouve partout, et c'est juste incroyable. C'est tous ces radis et ces petits mets qu'on retrouve dans les box bento aussi. Et j'ai aussi goûté, il y a tellement de choses, mais le yuzu, je sais pas si ça vous parle, c'est un agrume japonais et enfin,
japonais, je sais pas, mais en tout cas qu'on retrouve beaucoup en Asie, qui est très prononcé et on le retrouve en thé, en poudre, dans les boissons, dans les glaces. Et d'ailleurs, les glaces, oh là là là, les glaces au Japon, c'était ma passion, avec notamment les glaces au matcha, où, vous savez, ça fait un peu glace à l'italienne pour la forme. Donc c'est au matcha, c'est saupoudré de poudre de matcha et incroyable. J'ai aussi goûté des glaces au sésame noir. Alors je pense que ça se fait de plus en plus en France, c'est vraiment super bon. Et une glace aussi qui était assez particulière, c'était dans une très grande coupelle. C'est comme si on avait pris de la glace qui venait juste de tomber. Vous savez, un peu comme de la poudreuse, vraiment, cette texture assez incroyable, recouverte de sirop de mangue, avec des gros morceaux de mangue. C'était tout simplement incroyable. Et si je devais retenir aussi quelque chose qui m'a marqué en termes de nourriture, c'était ce qu'ils appellent donc le tonkatsu et les tempura. Donc le tonkatsu, c'est ce porc avec la chapelure, et les tempura, je pense que vous voyez ce que c'est, une grosse crevette recouverte de chapelure, et c'était, je sais pas, la chapelure là-bas, je trouve qu'elle a pas du tout les mêmes saveurs, tout comme les soupes miso qui sont vraiment super bonnes là-bas. Et si je peux me permettre aussi, pour terminer ce petit chapitre sur l'alimentation, donc vu que j'ai fait une partie du voyage en solo aussi, j'ai beaucoup mangé toute seule, et je trouve qu'au Japon, il y a tellement de Japonais qui mangent tout seuls que on se sent pas du tout mal à l'aise de manger seul. Enfin, ça semble totalement normal là-bas, et j'ai pu tester par exemple des petits boui-boui ou c'est vraiment des tout petits restaurants où en fait à l'entrée on commande sur une borne en sélectionnant l'image ou en appuyant sur des boutons un peu à l'ancienne du ramen qu'on a envie de manger, et ensuite on donne le ticket au chef. Ça c'était assez marrant. Il y a notamment une chaîne assez connue qui s'appelle Ichiran, où là vous mangez vraiment séparés les uns des autres à un comptoir avec des murs qui séparent. C'est assez particulier, mais bon, c'est une expérience assez sympa à vivre. Et à Kyoto, je me suis retrouvée dans un restaurant. Voilà, j'ai trop envie de vous raconter l'anecdote. Il était assez tard le soir, c'était un petit boui-boui dans un quartier pas forcément touristique. Donc là, je rentre et le cuistot ne semblait pas du tout parler anglais. Et donc je choisis sur le menu avec juste les images, parce que même mon traducteur n'arrivait pas à traduire les caractères. Et donc là, il me tend les brochettes que j'ai commandées. Et il y a une part de moi qui aurait préféré ne pas savoir ce que j'étais en train de manger, parce qu'il a réussi à me traduire en anglais que ce que je m'apprêtais à manger, c'était du cœur de poulet, une partie des intestins, machin. Donc là, j'avais un peu l'impression d'être dans Pékin Express à manger chez l'habitant, et il était tellement content de me servir ses brochettes et il avait tellement hâte que je goûte, et c'était très particulier, mais par politesse, j'ai fini ça. Et il m'a aussi servi du tofu sur lequel était saupoudré. Alors je pensais que c'était des petits crackers, vous savez, des petits comme des oignons frits. Et en fait, non, c'était des alevins séchés. C'est une variété de toutes petites sardines. Ça fait même pas la taille de la phalange d'un doigt. C'est tout petit, mais on voit les gros yeux des poissons séchés. Donc c'était très particulier, mais encore une fois, je me suis dit, allez, t'es au Japon, tu vis l'expérience, tu goûtes, tu fais pas ta difficile. Et au final, c'était une expérience très très chouette. Tout comme un soir, j'ai été tester sous recommandation de mes amis un endroit qui est, je pense, plus pour les touristes, qui s'appelle Fire Ramen, où en fait, vous mangez un bol de ramen dans lequel le cuisinier vient verser une sorte de sauce qui prend feu. Mais quand je vous dis ça prend feu, c'est-à-dire qu'on a une flamme qui fait plus d'1 mètre de haut. Enfin, c'était assez bluffant. Donc voilà, il y a vraiment tellement de choses à goûter dans la nourriture japonaise. Tous les jours, c'était des nouvelles découvertes. J'ai goûté des plats. Vous savez, vous avez devant vous une petite plaque chauffante et vous chauffez vous-même, vous cuisez vous-même votre viande. J'ai mangé des sets de sashimi. Enfin, et puis en plus, les amis chez qui j'étais, ils ont été incroyables parce qu'ils voulaient s'assurer que je goûte tous les plats possibles du Japon. Donc
Donc voilà, je pense que je vais essayer de... Je suis pas très cuisinière, mais ça m'a vraiment donné envie d'apprendre à cuisiner japonais. Et vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que je ressentais le bien-être tout au long de ce voyage, j'ai essayé en fait à chaque fois que je goûtais quelque chose de nouveau au Japon, enfin tous les jours on va dire, de vraiment prendre le temps de bien observer ce que j'allais manger, d'observer les couleurs, les textures, l'odeur, et de vraiment prendre le temps de savourer ce que j'étais en train de goûter. J'avais l'impression à chaque fois que c'était une explosion de saveurs. Et aussi, je pense, le fait d'avoir quand même beaucoup mangé seule dans ce voyage, j'ai essayé aussi d'avoir ces moments d'introspection ou de ne pas être nécessairement tout le temps sur mon téléphone pendant mes repas solo, mais plutôt d'observer les gens autour de moi, d'observer le restaurant dans lequel je me trouvais, les comportements des gens, les attitudes des serveurs, des cuisiniers. Et c'était vraiment des mini-expériences en soi à chaque repas en fait. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de 2-3 petites choses que j'ai pu observer au quotidien ou des choses qui vont me manquer. Par exemple, les combini, donc ce sont ces convenience stores, ces petites supérettes qu'on trouve partout. Ce sont ces commerces de proximité ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où on peut pratiquement tout faire, c'est-à-dire que on peut retirer de l'argent, on peut faire ses courses, on peut aller aux toilettes, je crois qu'on peut même envoyer des courriers, acheter des timbres, il y a vraiment tout. Et il y a un grand choix de nourriture, on peut acheter tout un tas de snacks différents, on peut acheter des plats préparés, qu'ils soient chauds ou froids. S'il vous manque la moindre chose au quotidien, par exemple une journée j'avais beaucoup marché, j'avais une ampoule, je me suis dit tiens, j'imagine que là-bas il y a des pansements, hop, il y a des pansements, enfin il y a vraiment tout. Et j'adore vraiment ces combini. Et aussi dans mes observations du quotidien, c'est une chose que je savais que c'était le cas au Japon, qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, mais en fait de le voir de mes propres yeux, c'était assez bluffant. Surtout, c'était presque gênant parfois de voir le nombre de personnes âgées qui travaillent. Je sais qu'on en avait un petit peu parlé dans l'épisode sur le Japon qui est déjà sorti, mais en fait, des fois je les voyais nettoyer des parcs, à ramasser des feuilles et tout ça, et j'étais presque gênée, j'avais envie de le faire pour eux et de me dire mais allez plutôt vous reposer que de faire ça. Donc il y en a beaucoup qui travaillent dans les magasins, même dans un Starbucks, je pense que c'était un monsieur qui devait avoir au moins 65 voire 70 ans. Bon certes il avait l'air en forme, mais c'était lui qui gérait le Starbucks. Ils prennent aussi beaucoup les transports, j'ai l'impression qu'ils sont hyper actifs au Japon. Et il y a beaucoup de places prioritaires d'ailleurs dans les transports, et ça m'a vraiment bluffé de voir qu'ils étaient aussi nombreux et aussi bien intégrés et respectés dans la vie au quotidien. Et en parlant du quotidien, c'était sympa parce que chez ma copine, on pouvait prendre le temps quand j'étais chez eux avec son mari de parler de la société au Japon. Ils m'ont raconté plein de choses et j'ai malheureusement pas tout en tête, et puis j'ai pas envie que l'épisode dure 2 heures, mais on a beaucoup parlé de la vie professionnelle là-bas, où bien évidemment les Japonais font de longues heures de travail tous les jours, et ça existe encore le fait de ne pas quitter le travail tant que le patron n'est pas parti. Et il m'expliquait aussi qu'en général, avant même d'avoir eu leur diplôme, les jeunes ont déjà passé les entretiens pour leur future boîte, où ils vont rester la majorité de leur carrière. Parce qu'en fait, au Japon, ça se fait pas trop de changer de boîte, c'est pas très bien vu. Il y a peu de gens qui le font. Et mes amis m'expliquaient aussi qu'en fait, il y a beaucoup de cas où les employés, on leur propose de partir à l'étranger, d'être mutés à l'étranger pendant un certain temps, et ils peuvent difficilement refuser dans le sens où si jamais ils refusent, ils vont être mal vus au sein de la société et on va un peu les mettre au placard, quoi. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui partent à l'étranger, alors certains avec leur famille, comme a pu le faire ma copine avec son mari, mais il y en a d'autres aussi où en fait c'est le père japonais qui part à l'étranger et la maman qui reste au Japon
à élever les enfants. Donc j'ai trouvé ça assez dur, surtout que je me dis on est en 2024, mais apparemment voilà, il y a quand même certaines choses qui sont encore bien ancrées dans la société japonaise et après je respecte totalement, c'est leur fonctionnement et il faut le respecter, mais voilà, c'était assez surprenant à découvrir. En parlant de découverte, j'aimerais bien vous parler de certaines expériences du Japon un peu plus traditionnel que j'ai pu faire, même si certains diront « Oh là là, t'es tombé dans le panneau des pièges touristiques ». C'est pas grave, j'ai adoré et j'ai vraiment envie de vous le raconter. Donc déjà, à Tokyo, j'ai pu faire une cérémonie du thé en kimono, où en fait, on est pris en charge par plusieurs dames qui sont tellement adorables, qui vous habillent donc en kimono. Il faut savoir que c'est quand même tout un art, c'est très compliqué et c'est quelque chose qui s'apprend. Où donc en fait, vous avez plusieurs couches de vêtements, plusieurs ceintures, plusieurs cordes. C'est assez impressionnant, on se trouve vraiment comprimé dedans, j'ai envie de dire. Et après, on vous explique comment on fait la cérémonie du thé, donc du matcha. Il y a tellement de gestes à bien reproduire, à faire attention. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je vous recommande de faire si un jour vous allez au Japon. Tout comme une soirée que j'ai faite où c'était un spectacle, donc ça c'était à Kyoto, où en fait vous avez plusieurs mini-spectacles en un pour vous présenter les divers arts japonais. Donc par exemple l'instrument traditionnel, certaines danses japonaises avec des personnes avec certains masques, des tenues très colorées, vraiment magnifiques. Et il y a eu une danse avec 2 geishas. Donc, sachant que j'avais revu Mémoire d'une geisha juste avant de partir, je ne vous raconte pas à quel point j'étais émue de voir ces 2 geishas magnifiques faire une danse très délicate, très pure. C'était impressionnant, notamment parce que j'ai pas vu de geisha à Kyoto et parce que malheureusement ces dernières années, les touristes ont fait un peu n'importe quoi avec les geishas, à trop les embêter, à prendre des photos, à leur tirer dessus, à tirer leur tenue, à les embêter. Et du coup, ils ont fermé certaines rues. Donc voilà, malheureusement, j'en ai pas vu. Ça se fait encore, mais voilà, j'ai peut-être pas eu de chance à ce moment-là. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir faire ce spectacle. Ensuite, pour tout ce qui est le Japon traditionnel, il y a bien évidemment tous les temples. Et ça, c'était juste incroyable. Il y en a tellement à faire et je vous encourage vraiment à peut-être pas faire seulement les temples les plus touristiques, mais à creuser un petit peu pour d'autres temples que vous pourrez croiser sur votre chemin. Et comme j'ai fait mes premiers jours chez mon ami avec mon ami et son mari, on a pu faire quelques temples ensemble autour de chez eux où ils m'ont expliqué, voilà, il faut mettre une pièce. Ensuite, pour faire la prière, on vient clapper 2 fois des mains. Si tu le souhaites, à certaines fontaines, tu peux te rincer les mains avec... il y a une sorte de petite louche. Voilà, plusieurs rituels. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre des sortes de plaques en bois sur lesquelles vous pouvez écrire vos prières dans des temples et vos vœux. Et suivant les temples, vous avez des dessins différents sur ces plaques en bois. C'est vraiment très très beau. Et il y a aussi ce qu'on appelle les omikuji, je crois que c'est comme ça. C'est des petits papiers fortune où en fait, pareil, vous mettez une pièce et vous plongez la main dans un bac où il y a plusieurs petites fortunes, un peu comme vous savez, les fortunes cookies, on va dire, où ça vous dit si vous allez avoir de la chance, pas de la chance ou pas. Et puis, si le message vous convient, vous le gardez. Et s'il ne vous convient pas, vous l'attachez à l'endroit prévu à cet effet pour que le vent emporte ces Miss Fortune, on va dire. Et il y a aussi beaucoup d'amulettes japonaises dans les temples. On appelle ça les omamori. Et ça, j'adore parce que c'est très différent selon les temples. Si, par exemple, votre enfant va passer des examens, alors vous voulez lui donner une petite amulette. Ou si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt accoucher, il y a une amulette pour que l'accouchement se passe bien. Ou si pour vous protéger en voiture des accidents, enfin il y a vraiment tout un tas d'amulettes et en général elles sont très très belles. Et ce que j'ai fait aussi quand je visitais chaque temple,
c'est que j'avais un carnet spécial, un carnet de Goshuin, où en fait, ça consiste à, dès que vous allez dans un temple, vous demandez à ce qu'on appose le sceau, le tampon du temple avec quelques caractères en calligraphie. Et après, ça vous donne un carnet très spécial qui retrace tous les temples que vous avez faits. Ça fait un petit peu le carnet du chemin de Compostelle. Et j'avoue que je me suis vraiment prise au jeu dès que je faisais un nouveau temple, d'aller récolter ce tampon-là. C'était vraiment très chouette. Et aussi, je terminerai par à Tokyo, dans mon hôtel, il y avait la possibilité d'avoir accès à un bain privé. Parce qu'au Japon, en fait, il y a beaucoup de sento, ce sont des bains publics de quartier, ou même dans certains établissements traditionnels de bains thermales. Et là, dans mon hôtel, en fait, il y avait une sorte de mini spa privé avec une baignoire en bambou. Et dans ces moments-là, j'ai vraiment essayé de prendre le temps de méditer, d'avoir ces instants de réflexion sur mon voyage. Et comme je vous le disais, ce bien-être, j'ai essayé de le faire venir le plus souvent possible au Japon, d'avoir ces instants de méditation, de calme, pour aussi intégrer tout ce que j'étais en train d'observer, de voir, parce qu'en voyage, on a le cerveau qui est over-sollicité par toutes ces découvertes, et vraiment, ces baignoires en bambou, c'est... Voilà, c'est mon objectif le jour où j'ai une maison, si je peux avoir une belle baignoire en bambou, c'était assez impressionnant. Et pour terminer, un petit tour rapide des villes que j'ai visitées. Donc déjà Kyoto, ça je vous recommande vraiment si un jour vous allez au Japon, d'y accorder pas mal de temps parce qu'il y a tellement de choses à faire. J'ai fait 6 jours là-bas, mais honnêtement j'aurais pu rester je pense 3-4 jours de plus pour vraiment prendre ce temps de rester dans certains temples, méditer un petit peu, marcher, me perdre dans certaines rues, dans certains parcs. Parce que vraiment, il y a de la verdure partout à Kyoto, quand on va dans les montagnes, dans certains coins de la ville. Il y a beaucoup de mousse verte aussi dans certains lieux, c'était assez impressionnant. Et vous voyez comme quoi le côté bien-être est venu aussi par la marche, parce qu'à Kyoto, j'ai énormément marché tous les jours, près de 16 km par jour. Et même si parfois j'avais le réflexe de me dire « Ah, je vais marcher avec de la musique », j'essayais encore une fois, d'être dans l'observation, d'écouter ce qui se passait autour de moi, d'observer chaque coin de rue, de m'arrêter dans certains endroits pour respirer un peu. Et je pense que j'aimerais bien faire un épisode sur la marche, parce que je pense que c'est vraiment plein de vertus pour le corps et de pas nécessairement être à la quête d'un objectif. Enfin, je sais pas, je suis en train de partir dans une réflexion. Mais voilà, la marche, ça a été vraiment très très chouette à Kyoto, même si je vous cache pas qu'à la fin de chaque journée, j'ai été complètement KO. Mais voilà, en tout cas, pour Kyoto, je vous conseille aussi pour les sites très touristiques d'y aller tôt le matin. J'y allais en général vers 7h pour éviter la vague de monde. Et voilà, il y a vraiment plein de choses à faire entre la forêt de bambou, le sanctuaire aux 10 000 torii. Vous savez, ce sont ces portes rouges qui sont juste impressionnantes. Il y a beaucoup de temples vraiment tout aussi magnifiques. Bon, c'était pas français, mais vous voyez ce que je veux dire, qui étaient vraiment magnifiques. J'ai fait aussi un parc avec des singes en liberté. Voilà, plein de petits cafés très mignons. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Kyoto. Et si vous avez assez de temps, ce qui peut être sympa, c'est d'aller passer une après-midi à Nara. C'est une ville à 1 heure de train à peu près de Kyoto, où en fait c'est envahi, dominé par les biches. Je crois qu'il y en a plus de 1000 dans la ville. Et en fait, elles n'ont pas du tout peur des hommes. Elles se baladent sur les routes. Souvent, les voitures sont obligées de s'arrêter parce qu'elles traversent. Et j'en ai vu plein traverser au niveau des passages piétons. C'est assez bluffant. Même dans un endroit, elles remontaient les escaliers du bon côté. Enfin, c'est assez bluffant. Et vous pouvez, pour certains, à certains endroits, leur donner des crackers spécifiques qui sont bons pour leur santé. Et en fait, depuis des années, les biches ont été habituées à s'incliner vers la personne qui donne un cracker en signe de respect avant d'obtenir le cracker.
je pensais que c'était un mythe, que c'était juste une histoire dans les guides touristiques, mais non, elles le font vraiment à chaque fois. Elles se laissent caresser et il y a plein d'endroits où je me suis éloignée un petit peu dans certains parcs où j'étais toute seule avec les biches et je me prenais vraiment pour Blanche-Neige avec Bambi autour de moi. Enfin, c'était assez bluffant. Et même à Nara, vous avez beaucoup de temples qui sont impressionnants. Il y a, je pense par exemple au Todaiji, où c'est la plus grande construction en bois du monde, avec un Bouddha qui fait plus de 18 mètres de haut. Enfin, c'est vraiment bluffant. Et si je peux me permettre la petite anecdote, le jour où j'ai visité ce temple, il y avait un groupe d'élèves de, je sais pas, 4-5 ans maximum, qui chantaient avec leur maîtresse, qui était vêtue d'une tenue traditionnelle, un kimono magnifique, et elle chantait comme une chanteuse d'opéra. Enfin, c'était bluffant. Et il y avait ce grand Bouddha derrière eux. Et j'observais la scène et j'ai été prise d'émotion parce que, comme je vous le disais, dans ce voyage, j'essayais vraiment par moments de me poser, d'être dans l'observation et pas être dans la course à il faut faire ci, il faut faire ça, mais vraiment être dans le moment présent. Et voilà, c'était fantastique de vivre cette expérience-là. Donc voilà, Nara, si vous pouvez loger ça dans votre périple, c'est vraiment très chouette. Et ensuite, j'ai terminé avec quelques jours à Tokyo. Donc là, on est complètement dans une énergie différente de Kyoto. Je pense que j'ai vraiment préféré Kyoto pour le côté Japon traditionnel, mais c'était aussi très chouette de découvrir Tokyo, où là aussi vous avez quand même beaucoup de temples en plein, euh, en plein dans cette agglomération où c'est assez surprenant de voir des parcs très zen au milieu de toute cette agitation de la ville. Il y a bien évidemment Shibuya qui est l'un des carrefours piétonnés les plus fréquentés au monde avec plus de 2,5 millions de personnes par jour. Assez impressionnant. Il y a aussi le quartier Akihabara où c'est, je dois pas bien le prononcer mais c'est pas grave, le quartier électronique où il y a tous les mangas, les figurines, les arcades, les jeux. Et d'ailleurs aussi de voir ces Japonais jouer, vous savez, quand vous devez danser, suivre les flèches affichées à l'écran avec vos pieds, enfin, ils dansaient de manière incroyable, j'étais bluffée. Et il y avait aussi beaucoup de machines avec les pinces à peluches pour attraper les peluches ou les figurines. Et je voyais certains s'acharner sur les machines et vraiment beaucoup gagner dessus, c'était assez impressionnant. Je vous cache pas que j'étais assez contente, j'ai réussi à gagner un petit Pikachu dans une de ces machines. Et il y avait aussi beaucoup ce qu'on appelle les gacha... Comment ça s'appelle déjà? Les gachapon, où ce sont en fait des petites capsules avec des jeux à l'intérieur. Vous savez, vous insérez des pièces de 1 ou 2 euros et des fois vous avez des petites balles rebondissantes ou ce genre de choses. Et là-bas, c'est toute une institution parce qu'il y a plein de petites figurines, de petits jeux. Et voilà, moi je me suis laissée prendre au jeu par ça. Et après à Tokyo, comme je le disais, vous avez aussi des temples. Ça vaut le coup de s'éloigner un petit peu de la ville par moment pour aller découvrir des coins un peu moins touristiques, avec notamment ce temple qui s'appelle Gotokuji Temple. Et c'est un temple en fait où il y a plein de petits chats, petites figurines blanches, où c'est censé être le lieu de naissance de ce fameux chat et que vous retrouvez après un peu partout en Asie. Où pour certains, il y a la patte qui se baisse en signe d'invitation pour rentrer dans un lieu. Et donc voilà, il y a vraiment plein de lieux à faire et de choses à faire à Tokyo. J'y ai passé que 4-5 jours, mais je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire pendant très longtemps, plein de bars et de choses comme ça. Et en dehors de Tokyo et Kyoto, j'ai eu la chance de faire avec mon ami et sa famille, donc la ville où il se trouve qui s'appelle Fujisawa. C'est une ville un peu californienne, ville côtière où on sent l'influence d'Hawaï. Les gens sont très chill, très relax, ils vont surfer, tout le monde se balade à vélo. Il y a vraiment une ambiance très 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 sereine. Et il y a aussi on a pu faire la ville d'Enoshima, une petite île à côté avec des beaux temples, des belles falaises. Vous avez aussi Yokohama, qui est la deuxième ville la plus peuplée du Japon. Vous avez un Chinatown immense, des beaux parcs. Et juste avant, il y a Kamakura, où vous avez un magnifique Bouddha, là aussi, qui fait je sais pas combien de mètres de haut.
Donc voilà, il y a les grandes villes, mais personnellement, je sais que si je retourne au Japon, j'ai vraiment envie d'aller dans toutes ces petites villes adjacentes où là aussi, il y a tellement de choses à faire. On arrive à la fin de ce podcast et merci à vous d'avoir tenu jusque-là. Et j'aimerais peut-être terminer sur une note en parlant un petit peu du voyage solo. Donc c'est vrai qu'on observe ce mouvement de pro-voyage solo sur les réseaux sociaux, à encourager ce type de voyage, à dire que tout le monde devrait faire ça, que c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'à Kyoto, je l'ai vraiment ressenti, à me dire que j'étais contente d'avoir ces moments d'introspection, assez méditatifs dans les temples, pouvoir faire ce que je veux quand je veux, faire mon propre programme. Mais je pense que c'est important de noter aussi qu'il ne faut pas non plus idéaliser ce type de voyage, être réaliste et savoir que c'est pas toujours facile parce que... alors je l'ai ressenti plutôt à Tokyo, qui est une très grande ville, où en fin de journée, des fois j'aurais bien aimé être accompagnée pour mes repas, raconter mes aventures de la journée, ou des événements que j'aurais bien aimé partager avec quelqu'un, que ce soit des amis ou avec un partenaire. Donc voilà, je pense que c'est important de garder en tête que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais que voilà, c'est à prendre avec des pincettes, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est très chouette d'essayer de mettre ça en place, tout en restant conscient que voilà, tout n'est pas rose, c'est comme tout, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de recommencer. Je l'avais déjà fait par le passé, mais j'ai bien aimé reconnecter avec ce sentiment de je prends le temps d'observer, je prends le temps de savourer, de voilà, prendre le temps aussi. Et c'est vrai que je ne me suis jamais sentie autant en sécurité qu'au Japon. Je l'avais déjà ressenti en Corée du Sud, mais là je pense que c'est encore plus prononcé au Japon. Le soir dans les rues qui n'étaient pas forcément éclairées, je me sentais sereine, j'ai pas été embêtée une seule fois, j'avais souvent mon téléphone à la main dans les rues et il s'est rien passé parce que vous pouvez laisser vos affaires, aller aux toilettes et revenir tranquille. C'est vraiment une tranquillité d'esprit qui est assez incroyable. Ça va beaucoup me manquer. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas aussi à écouter votre intuition, à sortir un petit peu des chemins classiques des guides touristiques, des lieux très prisés pour avoir des belles surprises. C'est ce qui m'a permis par moments d'aller dans des lieux où il y avait beaucoup moins de monde, de faire des belles photos, d'être tranquille. Et d'ailleurs ça pour les photos, c'est la première fois où je me suis dit, bon, je pars en solo, j'ai quand même envie d'avoir des photos de moi sur certains lieux, donc je suis partie avec une perche à selfie, je vous jure. Et au final, c'était très chouette pour avoir des souvenirs de certains endroits. Je pouvais le mettre en mode trépied aussi. Et dans ce voyage, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment super sympas quand ils me voyaient voyager toute seule. Ils me proposaient de me prendre en photo pour que j'ai des souvenirs. Donc voilà, c'était vraiment une expérience très très chouette. Donc je pense que vous l'aurez compris, ce voyage a été un coup de cœur absolu. Maintenant, je suis passionnée du Japon. D'ailleurs, si vous avez des coups de cœur sur des films, des séries, des livres ou des auteurs que vous aimez bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur mon email que vous avez en description, soit sur le compte Instagram Coup de Visa Podcast. C'était un émerveillement tous les jours, à chaque instant. Dès que je découvrais quelque chose, que je voyais quelque chose de nouveau, que je goûtais quelque chose, je retiens vraiment aussi la gentillesse et la politesse des gens. Tout est d'une organisation incroyable. J'ai l'impression qu'ils pensent à tout, en fait. Même, j'ai oublié de le dire, mais vous avez partout des distributeurs de boissons, de bouteilles d'eau, café, thé, et ainsi de suite, et il y en a partout. Donc voilà, j'ai l'impression que les Japonais pensent à tout. Il y a aussi la beauté dans tout. Quand je vous disais que je prenais des moments pour observer tout autour de moi, tout est raffiné, tout est d'une beauté incroyable. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y revenir. Déjà, bien évidemment, ma copine me manque beaucoup avec sa famille, mais il y a tellement de choses encore à découvrir dans ce pays.
Le Japon est plein de surprises et pour celles et ceux qui connaissent mon amour pour découvrir une nouvelle culture et apprendre une nouvelle langue, je pense que ça ne vous surprendra pas de savoir que maintenant j'ai envie d'apprendre à parler japonais. Et voilà, je pense que je peux vraiment dire que je suis tombée amoureuse. Donc merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt! Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.